La prochaine présentation sera donnée par le professeur Borrouat, de pédiatre, gastroentérologue de l'équipe de Marrakech. Il va nous parler d'une pathologie aussi qui va susciter beaucoup de discussions. C'est l'Helicobacter pylori chez l'enfant. À vous la parole, professeur Borrouat. Vous avez 30 minutes. D'accord. Merci beaucoup, professeur Mskeni. Merci. Merci beaucoup, professeur Mskeni. Alors, je commence, comme tout le monde, par remercier les Abdeltaif Daoudi, notre ami et confrère. J'arrive pas à mettre ma présentation. Et toute l'équipe, toute son équipe derrière. Toute son équipe. Avec سميتها HP infection. برهوت ما عرفتش فين دايرها. ما عرفتش فين دايرها هذاك السيد فاش عطيتها لي. سميتها HP infection. Alors en attendant que la présentation s'affiche, donc j'ai dit je remercie le Sir Abdeltaif Daoudi avec tous les membres derrière de la société d'Agadir pour ce magnifique congrès, pour le travail colossal qu'ils font. Ils ont démarré l'année dernière à 120 à l'heure et ils sont toujours à 120 à l'heure. Moi, donc on va virer des problèmes diagnostiques des maladies liées au gluten et on va parler des problèmes de prise en charge d'une pathologie qui n'est pas difficile à diagnostiquer, c'est l'infection HP chez l'enfant. C'est HP infection. ما كايناش في البيرو. شكرا. كيفاش غندوز؟ Des pathologies, d'une pathologie qui est très fréquente. C'est notre pain quotidien dans les unités d'endoscopie partout et chez les pédiatres aussi qui reçoivent. Je ne pense pas qu'un pédiatre fait sa consultation journalière et ne reçoit pas un malade qui présente des douleurs abdominales pour lesquelles ce pédiatre va penser à l'infection à HP. Alors, la bactérie HP a été découverte par deux physiciens australiens en 1983 parce qu'ils ont trouvé un lien entre la présence de la bactérie au niveau de la muqueuse gastrique et l'inflammation de cette muqueuse gastrique où la bactérie est présente. Et c'est après, en 2005, qu'ils vont retenir le prix Nobel de cette découverte de l'HP ou la gastrite secondaire à la bactérie HP. Alors, on va commencer par quelques généralités sur cette bactérie, qui est une bactérie à gram négatif et qui est incurvée. Et elle a la particularité d'avoir des flagelles qui la rendent hautement mobile. C'est une bactérie qui se trouve exclusivement au niveau de l'estomac humain. Et dans la culture, elle est très difficile. Pourquoi elle est très difficile? Parce qu'elle nécessite un milieu d'incubation qui est en microaérophilie, qui est très particulier. Ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup de molécules de CO2 pour un bras d'oxygène pour sa culture. Et cette culture, elle est encore difficile parce qu'elle nécessite plusieurs jours pour que la bactérie pousse au minimum 3 à 10 jours. Cette bactérie peut être identifiée par une protéine qui est l'uréase. C'est une protéine très puissante de la bactérie, on va le voir. Et on se contamine par cette bactérie dès l'enfance. On parle aussi d'une contamination à la naissance, surtout dans les pays en voie de développement. Et c'est une bactérie, après la contamination, il va entraîner une infection, puis une inflammation chronique, et qui va donner par la suite
certaines complications qui peuvent aller jusqu'à le cancer, l'adénocarcinome gastrique. Certes, il est un petit peu rare chez l'enfant, il ne faut pas s'inquiéter, mais on peut être la base des adénocarcinomes chez les adultes. Et donc, le problème de cette infection à HP, c'est l'éradication. Comment on va l'éradiquer? On sait qu'avec l'utilisation d'antibiotiques, abusives d'antibiotiques, on a l'émergence de souches résistantes et donc ça va rendre l'éradication de cette bactérie très difficile. Alors, concernant l'épidémiologie, 50% de la population mondiale elle est affectée ou infectée par la bactérie HP. Mais cette prévalence elle est beaucoup plus importante dans les pays en voie de développement où on trouve de fortes prévalences d'infections HP, surtout chez l'enfant. Il y a plus de 80% d'enfants infectés en Afrique, dans quelques pays d'Afrique, et en Asie aussi. Alors, c'est bien sûr, on n'a pas de prévalence nationale, malheureusement, mais je pense ce qu'on voit dans les consultations, c'est-à-dire qu'on a de fortes prévalences, nous aussi, d'infections chez l'enfant. Cette prévalence va augmenter en fonction de l'âge de l'enfant et elle est au top chez l'adolescent. Ça veut dire que l'adolescent il est beaucoup plus porteur ou infecté par l'HP que les petits-enfants. Et cette infection, elle est responsable de la majorité des problèmes des ulcères, de la maladie peptique chez l'enfant et chez l'adulte, et aussi de l'adénocarcinome gastrique. Et l'OMS a classé cette infection, cette bactérie, comme un facteur carcinogène qui aboutit à la longue, après plusieurs années, à l'adénocarcinome gastrique. Et regardez, il est responsable de plus de 85% des adénocarcinomes gastriques. Alors, comment on se contamine par cette bactérie? On a dit qu'il y a des contaminations dès la naissance, mais il y a des contaminations surtout de la maman vers son bébé. Ça veut dire que c'est des contaminations oro-orales, ou parfois, et c'est avéré qu'il y a aussi des contaminations féco-orales. Il n'est pas très démontré, mais quand on a bien sûr des aliments, des eaux qui sont souillées par la bactérie HP, on peut être contaminé par cette bactérie. Et il y a aussi la contamination gastro-orale si on est au contact de sécrétions gastriques, vomissements par exemple, d'un malade qui est infecté par la bactérie. Et je pense que nous, qui faisons beaucoup d'endoscopie, on est très, bien sûr, sujet à être contaminé par la bactérie. C'est une bactérie qu'on acquiert dès l'enfance et qui va vivre avec nous en entraînant une inflammation, puis une infection, puis une inflammation tout au long de notre vie si elle n'est pas éradiquée. Alors, comment cette bactérie va résister à l'acidité gastrique? On a parlé de l'acidité gastrique, c'est un milieu qui n'est pas du tout favorable à la survie des bactéries, parce qu'elle est très acide, donc, et c'est une barrière contre les bactéries, mais cette bactérie, elle a ses armes qu'elle a générées pour pouvoir survivre dans ce milieu et entraîner de l'inflammation dans ce milieu. Et la première arme de cette bactérie, c'est les flagelles. Et ces flagelles, ils la rendent hautement mobile, et donc c'est une bactérie qui va se mettre rapidement au contact du mucus, de la muqueuse gastrique, et il peut commencer sa cascade de problèmes de réaction pour altérer ou inflammer la muqueuse gastrique. Alors, et là aussi, la particularité, c'est qu'il y a une résistance à l'acidité par plusieurs mécanismes. C'est difficile de les mettre en évidence. Il y a une certaine résistance à l'acidité gastrique propre à cette bactérie HP, et il a aussi une certaine résistance aux mécanismes immunologiques. On sait très bien que quand on a une bactérie, on va se défendre. Mais cette bactérie a la caractéristique d'avoir des résistances pour cette réponse immunologique de l'hôte. Et bien sûr, cette réponse immunologique de l'hôte, elle diffère d'un individu à un autre. C'est pour ça qu'on voit des enfants au bas âge qui ont une métaplasie intestinale. Normalement, c'est un problème
Et il faut plusieurs années pour avoir la métaplasie intestinale, alors qu'on la découvre au bas âge. Alors qu'il y a des gens qui vont faire la métaplasie intestinale 50 ans ou 60 ans après l'infection par l'HP. Alors, parmi le deuxième facteur de virulence de cette bactérie, il y a cette protéine l'uréase. C'est une grande protéine qui constitue 10% des protéines de cette bactérie et qui va donc être un facteur de très forte virulence parce que c'est elle qui va permettre à l'HP de se multiplier au contact de cette acidité. Elle essaie de diminuer l'acidité autour de la bactérie et elle permet à la bactérie de proliférer dans ce milieu qui est peu acide par rapport au reste du milieu gastrique. Il y a aussi, après donc les réactions que va faire cette uréase, il y a l'ammonium qui va être libéré. Et donc cet ammonium, il va être produit par les cellules épithéliales gastriques. Il est très cytotoxique pour la cellule gastrique, donc il va entraîner une augmentation de l'apoptose de ces cellules gastriques. Et cette apoptose, elle est induite par la sécrétion des cytokines inflammatoires, surtout les TNF-alpha. Alors, plusieurs études ont montré qu'il y a une relation entre l'infection par l'HP et le changement de micro-environnement gastrique, le microbiote gastrique. Et vous savez, Kari a parlé de ça, le microbiote, c'est le début, la dysbiose est le début de plusieurs maladies immunologiques, d'Alzheimer, maintenant chez l'adulte, on prouve ça. Et donc, quand on change ce micro-environnement gastrique, on expose, bien sûr, les bactéries, le micro-environnement va changer, il y a une diminution de la diversité bactérienne. Et quand on a cette diminution de la diversité bactérienne, il y a des bactéries pathogènes qui vont proliférer et qui vont sécréter des médiateurs de l'inflammation et qui vont pérenniser l'inflammation, bien sûr produite ou là, commencée par la bactérie HP. Ça, c'est des études qui sont confirmées chez les adultes. Et ça va entraîner et la maladie gastrique, l'inflammation gastrique, et des maladies extragastriques, notamment le diabète de type 2, qui a été démontré qu'il est lié aussi à la bactérie HP. Ça n'a pas été encore démontré chez l'enfant, mais la diminution de la diversité du microbiote est présente en présence de l'infection à HP. Et bien sûr, c'est une dysbiose qui pourra prédisposer l'enfant à plusieurs problèmes. Alors, donc, c'est une bactérie qui est toujours pathogène. Quand il est là, il y a l'infection. Ce n'est pas une bactérie qui va vivre avec nous sans problème. C'est une bactérie qui est toujours pathogène et qui va passer de l'infection à l'inflammation chronique. Bien sûr, c'est sur plusieurs années. On va passer d'une muqueuse qui est tout à fait normale à la gastrite. Et puis, plusieurs années après, on va passer à l'atrophie. Et après l'atrophie, on va faire la métaplasie intestinale. Et on dit de cette métaplasie que c'est un point de non-retour. Ça veut dire que les gens qui font la métaplasie, ils vont faire après l'adénocarcinome gastrique, mais des études chez l'enfant, ils ont été faites et sur plusieurs années. Ils ont suivi des enfants qui ont fait des métaplasies intestinales au moment du diagnostic et ils ont trouvé que l'éradication efficace de la bactérie HP a permis d'enlever ce problème de métaplasie intestinale. Donc, ce n'est pas un point de non-retour. On va, probablement chez l'adulte, je ne sais pas, mais chez l'enfant, il y a des études qui ont montré ça. Pas tous les enfants qui ont la métaplasie intestinale et ils ont eu cette disparition de la métaplasie, mais certains enfants, ils ont eu la disparition après une bonne éradication de la bactérie. Et il ne faut pas s'inquiéter pour l'enfant si on parle d'adénocarcinome gastrique parce que c'est très rare chez l'enfant. Et regardez cette étude japonaise qui a montré que sur 332 enfants, ils ont trouvé 2 lymphomes de Malte et un adénocarcinome gastrique. Et c'est des adolescents qui sont âgés de 13 ans. Donc, ils ont étudié ça sur des enfants jusqu'à 18 ans. Et ils ont trouvé un seul adénocarcinome gastrique. C'est juste pour vous dire, il ne faut pas s'inquiéter quand vous avez une infection HP, il faut la traiter. L'objectif, il faut s'acharner à traiter la bactérie HP. Il faut oublier qu'il va évoluer à la longue vers un adénocarcinome gastrique. C'est très rare chez l'enfant, ce n'est pas comme chez l'adulte. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a d'autres particularités de cette infection qui sont propres à l'enfant. Déjà, sur le plan épidémiologique,
il y a le taux d'infection qui est très très important chez l'adulte que chez l'enfant. Il y a aussi la réponse de l'hôte. Donc la réponse immunitaire, elle est totalement différente. Et on dit que la bactérie HP a des bénéfices immunitaires chez l'enfant. C'est des enfants qui ont l'HP, ils ont un taux plus bas d'allergie et d'autres problèmes, chose qui n'existe pas chez l'adulte. La présentation clinique, bien sûr, et les complications, ce n'est pas du tout la même chose. Chez l'adulte, c'est plutôt la maladie ulcéreuse qui est au premier plan, alors que chez l'enfant, le plus souvent, c'est des malades asymptomatiques. La stratégie diagnostique, la même chose. L'applicabilité des tests, les tests chez l'adulte ne sont pas applicables chez l'enfant. Et sur le plan thérapeutique, on ne peut pas extrapoler la thérapeutique de l'adulte sur l'enfant, parce qu'il y a beaucoup d'antibiotiques qui sont contre-indiqués à un certain âge, les fluoroquinolones par exemple, qui sont utilisés chez l'enfant. On ne peut pas les utiliser chez l'adulte, on ne peut pas les utiliser chez l'enfant. Donc, les régimes thérapeutiques, ils sont totalement différents, d'où des recommandations qui sont propres à l'enfant et qui sont bien sûr faites par les organismes internationaux, c'est dans le même sens. Alors, les manifestations cliniques, comment va se manifester cette infection HP? On sait que on trouve le plus souvent, nous qui font de la fibroscopie, le plus souvent une gastrite microscopique. Même si on a une muqueuse qui est normale, on a la gastrite microscopique avec présence d'HP. Mais la plupart des enfants, ils sont asymptomatiques. Même s'ils ont la gastrite HP qui est microscopique, ils sont asymptomatiques. Je vais insister sur la douleur abdominale chez l'enfant, soit récurrente, soit permanente. Il y a des travaux, un travail français qui a été fait sur 100 enfants et qui ont retenu la caractéristique. Ils ont trouvé que les enfants qui ont des douleurs abdominales, soit chroniques, soit récurrentes ou persistantes, ils ont cette douleur abdominale type torsion et qui est très caractéristique de l'infection HP, chose qui n'a pas été démontrée par les autres travaux, mais je pense qu'on a besoin de faire nos propres travaux pour savoir quelles sont les caractéristiques de la douleur abdominale. Chose importante qu'il faut dire que ce n'est pas parce qu'un enfant a une douleur abdominale qu'il a l'infection HP. Il faut bien sûr s'acharner, il y a une multitude de diagnostics qui peuvent donner la douleur abdominale. Donc, il ne faut pas toujours penser à l'HP. Il faut penser à l'HP, mais pas en premier. Il faut bien sûr éliminer les choses qui sont fréquentes. Alors, les vomissements, ils sont présents, ils sont fréquents dans les gastrites HP. Il y a aussi d'autres troubles, la litose, les troubles dyspeptiques. Et parfois, quand on a cette diminution de l'acidité au niveau gastrique, à cause de l'HP, on a une pérulation microbienne qui se fait au niveau intestinal et donc une diarrhée chronique qui peut aboutir à la malnutrition, à la longue à la malnutrition et au retard de croissance et qui peut parfois, rarement, il a été démontré qu'il y a des enfants qui ont fait des entéropathies exudatives secondaires à cette infection par l'HP. Vous savez tous que l'anémie ferriprive résistante, il y a un lien étroit entre l'HP et l'anémie résistante, pas l'anémie ferriprive, même chez le grand enfant, mais surtout l'anémie réfractaire au traitement et bien sûr d'autres problèmes comme la vitamine B12. Le PTI, chez l'adulte, il y a un lien étroit, mais chez l'enfant, le lien n'est pas très démontré que HP égale PTI chez l'enfant. Alors, je vais reparler de ces douleurs abdominales récurrentes. Ils ne sont pas pathognomoniques de l'infection HP. Ça veut dire qu'il y a d'autres étiologies à ces douleurs abdominales récurrentes, mais il y a certaines caractéristiques qui ont été soulevées, qui ont été démontrées par des travaux. C'est des douleurs abdominales épigastriques qui sont invalidantes, parfois associées à une altération d'état général, et qui sont rythmées par les repas. Regardez sur le deuxième c'est des douleurs abdominales qui sont rythmées par les repas. Et regardez ici dans ce travail, alors douleurs abdominales récurrentes, on les trouve et chez les enfants HP+, et chez les enfants HP-. Ça veut dire que l'HP n'est pas toujours responsable des douleurs abdominales récurrentes chez l'enfant. Mais quand on a ces caractéristiques, douleurs épigastriques invalidantes rythmées par les repas, associées à des vomissements ou à une hémorragie digestive, il faut absolument tester, chercher l'HP par l'endoscopie.
Alors ça, c'est un travail iranien qui va dans le même sens. Ils ont pris des enfants, ils ont vu l'incidence des douleurs abdominales récurrentes chez leurs enfants. Ils ont trouvé qu'il y a une incidence de 9,3%. Et dans ce groupe d'enfants, ils ont pris un groupe d'enfants douleurs abdominales récurrentes. Ils ont pris un autre groupe, c'est des enfants qui sont sains. Ils ont fait la recherche de l'HP dans les selles. Et ils ont trouvé que le taux d'infection dans le groupe des douleurs abdominales récurrentes était plus important que dans le groupe contrôle, 58 versus 44%. Mais ils ont vu deux groupes, le groupe HP plus douleur abdominale récurrente et un autre groupe HP négatif douleur abdominale récurrente, ils n'ont pas trouvé de différence significative concernant les caractéristiques. C'est les mêmes caractéristiques chez les deux groupes, HP plus et HP moins, c'est dire que les douleurs abdominales récurrentes ne doivent pas être toujours un motif de rechercher l'HP si ils ne remplissent pas certaines caractéristiques. Alors, pour les douleurs abdominales fonctionnelles, toutes les recommandations internationales, tous les auteurs sont unanimes sur le fait que fonctionnelles, douleurs abdominales périombilicales sans aucun retentissement, il ne faut pas chercher l'HP à n'importe quel moment. La recherche n'est pas recommandée. Alors, anémie fériprive et HP, un lien étroit entre les deux pathologies. Bien sûr, avant de parler de l'anémie réfractaire, il faut toujours revoir l'adhérence au traitement, l'observance, c'est très important. Est-ce qu'il y a une géophagie associée avant de coller à l'enfant l'étiquette résistante au traitement? Et si elle est résistante au traitement, la recherche de l'HP est indiquée. Si on élimine les autres sources de résistance de cette anémie fériprive. Alors maintenant, on arrive au diagnostic. Comment on peut faire le diagnostic de l'infection HP? Il y a des méthodes non invasives et des méthodes invasives que vous connaissez tous. Les méthodes invasives, c'est l'endoscopie. L'endoscopie, la valeur ajoutée de l'endoscopie, c'est qu'on voit l'aspect macroscopique de l'estomac et le plus souvent, on trouve une gastrite nodulaire qui n'est pas pathognomonique de l'infection HP, mais c'est l'aspect macroscopique le plus souvent rencontré dans l'infection à HP. Alors, l'histologie, elle nous permet de classer les lésions inflammatoires et la mise en évidence de la bactérie. Alors, je ne pense pas qu'on fait ça au Maroc, la culture et l'antibiogramme sur la biopsie. On commence. Bien, ça très bien. Donc, si on commence... Ça, très bien. D'accord. Donc, très bien. Très bien. Donc, 8 minutes. 8 minutes. Je n'ai pas commencé. 8 minutes. D'accord. Alors, on fait sur la biopsie, la pièce de biopsie, la culture et l'antibiogramme, et on fait un test uréase rapide qui est fait par l'endoscopiste. Et on peut dire rapidement qu'il y a l'HP ou pas. Et on fait aussi la PCR sur la biopsie. La PCR, elle est très performante et elle permet de détecter les résistances à la clarithromycine et au métronidazole. Alors, je passe sur la classification de Sidney, ça ne vous intéresse pas. Et pour les méthodes non invasives, on a le test respiratoire à l'urée et la recherche d'antigènes dans les selles. Ils sont très performants, avec une sensibilité et une spécificité très, très importante. Oubliez la sérologie parce qu'il ne peut pas nous dire est-ce que c'est une infection actuelle ou c'est une infection qui a été déjà ancienne. Donc, on ne fait plus la sérologie pour chercher l'HP. On fait plutôt le test respiratoire ou les antigènes dans les selles. Et ils sont aussi importants pour contrôler l'éradication par la suite. Donc, ça, c'est les inconvénients et les avantages. Je passe rapidement. Quand faut-il chercher l'infection HP? Donc, on a dit les douleurs abdominales qui remplissent certaines caractéristiques épigastriques, invalidantes, etc. Et il faut faire une endoscopie. De même titre que l'anémie fériprive résistante, il faut aller directement vers l'endoscopie. Ça, c'est les recommandations récentes de 2023 des sociétés ESPGHAN-NASPGHAN qui recommandent de faire l'endoscopie devant les douleurs récurrentes qui remplissent certaines caractéristiques et l'anémie fériprive résistante. Pour le PT chronique, il faut tester l'HP par un test non invasif, bien sûr. C'est le test respiratoire ou les antigènes dans les selles. Et pour la petite taille, tous les auteurs ne sont pas unanimes sur le lien entre petite taille et HP. Donc, aucune recommandation, aucun test pour
la petite taille et les douleurs abdominales fonctionnelles. Alors, comment on va traiter, ça c'est l'étape la plus difficile de la gestion de l'infection HP. Comment on va traiter l'infection? Toujours, on va se fier toujours aux recommandations. On va vous les dire, mais on ne va pas les appliquer. Abkari, il a dit que c'est difficile d'appliquer les recommandations internationales. Je suis du même avis que c'est Abkari. Donc, qui traiter d'abord? Quand traiter d'abord? Quand on va traiter l'HP, on ne va pas faire les tests chez tous les enfants qui présentent, je ne sais pas, des troubles digestifs. Et quand on trouve l'HP, on va traiter. Ça, il n'est pas recommandé, pas de test and treat chez les enfants, tous les enfants. Donc, il ne faut pas le faire. Et il faut absolument qu'il y ait des indications formelles pour traiter l'HP. Ce qu'on a dit, il faut trouver l'HP avec des troubles digestifs, une anémie résistante ou autre, pour pouvoir traiter. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter l'émergence ou la résistance aux antibiotiques qu'on va utiliser. Qui traiter? Quand on a une maladie ulcéreuse, un ulcère gastrique, une gastrite chronique, un ulcère duodénal chez un enfant, des érosions, pas que juste les ulcères, les érosions aussi, il faut traiter. C'est un argument fort pour traiter un enfant chez qui on diagnostique l'HP. Alors, quand on fait, je ne sais pas, des endoscopies pour une biopsie jejunale, on fait automatiquement trouver une gastrite ou un aspect endoscopique normal, on fait la biopsie et on trouve que l'HP elle est là, la gastrite microscopique est là. Il faut considérer, il faut parler aux parents et il faut leur expliquer les problèmes de traitement et les tests d'éradication par la suite. S'ils sont d'accord, on traite. S'ils ne sont pas d'accord, on arrête, on ne traite pas. Parce que c'est un enfant qui est asymptomatique. L'anémie fériprive, il faut traiter quand on trouve l'HP, la gastrite HP. Par contre, dans le PTE chronique, on ne traite pas, même si on trouve l'HP. C'est parce que le lien entre PTE chronique et l'HP chez l'enfant n'est pas bien établi comme chez l'adulte. Comment on va traiter? Le traitement, vous le connaissez tous, c'est 2 antibiotiques avec un IPP. Et bien sûr, la durée pendant 14 jours selon les dernières recommandations internationales. L'efficacité du traitement, c'est cette durée suffisamment longue pour les antibiotiques et les IPP pour permettre l'éradication et l'observance. On a trouvé des problèmes chez les enfants HP qui ont été traités et qui ont mal observé leur traitement. La compliance au traitement, elle est impérative dans le traitement d'une gastrite HP, dans la réussite d'un traitement de l'HP. Bien sûr, un contrôle optimal du pH gastrique, ça veut dire qu'il faut donner des doses optimales d'IPP pour diminuer l'acidité gastrique et l'utilisation, bien sûr, des 2 antibiotiques qui sont efficaces. Qui dit efficace, il faut tester les résistances, chose qu'on ne fait pas en routine chez nous. Alors, les doses, je passe rapidement. Regardez juste les IPP, on peut aller jusqu'à 80 mg par jour chez l'enfant. 80 mg par jour, 40 mg le matin et le soir en fonction du poids de l'enfant. Et bien sûr, l'amoxicilline, on sait très bien tous qu'il n'y a pas de résistance à l'amoxicilline. L'HP n'est pas résistante à l'amoxicilline. Le problème de résistance, c'est surtout avec la clarithromycine et au métronidazole. Et donc, on peut utiliser l'amoxicilline, mais il est recommandé de donner une forte dose d'amoxicilline allant de jusqu'à 75 à 80 mg par kilo par jour. Alors, la résistance aux antibiotiques, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un travail au Maroc qui a été fait sur cette résistance, mais je vous montre juste qu'il y a les résistances à la clarithromycine dans certains pays sont beaucoup plus importantes que les résistances au métronidazole. Et dans d'autres pays, c'est le métronidazole c'est la forte résistance au métronidazole qu'à la clarithromycine. Et donc, bien sûr, eux, ils traitent en fonction de ce qu'ils ont comme épidémiologie. Alors, le traitement de première ligne, j'arrive à la partie la plus importante. Si on suit les recommandations, on est dans cette partie-là. On doit utiliser d'emblée la quadrithérapie, le bismuth avec les 2 antibiotiques et bien sûr les IPP. Est-ce qu'on peut faire ça dans notre contexte? Moi, je ne pense pas qu'on peut le faire parce que deuxième ligne, c'est la même chose. Le traitement de deuxième ligne, quand il y a une résistance, quand la symptomatologie persiste, quand on n'a pas éradiqué l'HP, il faut donner la même chose. C'est la quadrithérapie et il faut considérer, bien sûr, il faut chercher la résistance à nos antibiotiques, à la clarithromycine ou le métronidazole. Donc, je ne pense pas qu'on va commencer par ça d'emblée. Je pense qu'on a tous une cuisine interne. Nous, on commence par métronidazole. On suppose que
à l'échelle internationale, les résistances avec la rétromycine sont beaucoup plus importantes. Donc, on met métronidazole, amoxicilline forte dose et EPP dose élevée pour traiter ces enfants. Et par la suite, on suit par la clinique et les tests d'éradication. C'est en fonction des malades, bien sûr. On a des malades qui ne s'améliorent pas cliniquement. On a des malades chez qui le test d'éradication ne montre encore la présence de l'HP. Donc c'est à ce moment-là qu'on est embarrassé. Nous, on change métronidazole, la rétromycine. On ne donne pas bismuth. Je ne pense pas qu'il y ait le bismuth qui peut être donné. Le Pélera, il se donne après l'âge de 12 ans, à partir de l'âge de 12 ans. Donc on n'a pas de molécule à donner chez l'enfant si on veut donner cette quadrithérapie. Donc, suivre les recommandations, ce n'est pas toujours évident. Il faut faire une cuisine interne. Je pense qu'il faut faire un travail multicentrique qui peut et sortir avec des recommandations comme ce qu'ils ont fait les néonates, des recommandations nationales. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et avant de dire que le traitement n'a pas marché, il faut bien sûr s'assurer de l'observance. La dose, est-ce qu'elle était suffisante ou pas? C'est très important. Et la durée et la posologie, est-ce qu'elle était suffisante ou pas? Alors, le contrôle de l'éradication, il est systématique. Et il faut le faire 6 à 8 semaines après l'arrêt du traitement par le test respiratoire ou les antigènes dans les selles. Il ne faut pas faire la sérologie. Place des probiotiques. Chez l'adulte, il donne systématiquement les probiotiques avec le traitement. Chez l'enfant, les études ne sont pas unanimes sur ça. Il y a des études qui ont montré l'effet bénéfique des probiotiques. Il y a d'autres études, les recommandations, de toute façon, les recommandations internationales ne recommandent pas les probiotiques, mais je pense que donner les probiotiques peut alléger les effets secondaires des traitements des antibiotiques. Donc, si on a un petit peu d'argent, on peut les donner. Et il faut donner des souches qui sont adaptées, qui sont testées dans la littérature, Bifidobactéries, Saccharomyces et Lactobacillus. Alors, c'est pour vous dire que le diagnostic précoce de l'infection, il est important. Et le traitement approprié, il est essentiel. Le diagnostic et le traitement approprié sont essentiels pour prévenir les complications. Certes, elles ne sont pas très abondantes, mais elles sont présentes à l'âge adulte. C'est un enfant. Si on ne traite pas l'infection chez l'enfant, il va garder son infection jusqu'à l'âge adulte et il peut développer les complications après. Un enfant ne doit être traité que sur des indications cliniques. On a dit qu'on trouve énormément de gastrite à HP, de présence d'HP chez un enfant qui est symptomatique avec une macroscopie normale, avec une fibroscopie qui est normale. On fait biopsie jejunale, biopsie gastrique et on trouve des HP. Donc, il ne faut pas traiter que sur des indications cliniques. Et la recherche de l'infection et son traitement doivent apporter un bénéfice. On ne va pas traiter un enfant qui est asymptomatique et on va gagner que les problèmes de traitement. Et puis, un enfant qui va arrêter le traitement, c'est les résistances qui vont arrêter le traitement avant la durée normalement normale. Il va faire des résistances à ce traitement. Il est également important de promouvoir des mesures de prévention, bien sûr, amélioration des conditions d'hygiène et bien sûr pour éviter cette transmission au sein de la famille et surtout de la maman à l'enfant. Je vous remercie. Merci, professeur, d'avoir tenu le challenge du temps. J'avoue que je suis honoré d'être modérateur à côté des sommités, j'allais dire des références de tout ce qui est gastropédiatrique. Je parle de professeur Abkari, professeur Hida, et puis vous me permettrez de dire les jeunes professeurs qui sont à côté aussi, puisque vous faites des fibros. Le défi, comme le disait Dr Enza, c'est les fibros. Ça, c'est le vrai défi de nous, les privés, j'entends. Vous qui êtes dans des structures publiques avec un CHU, etc., vous avez une atmosphère où vous pouvez faire des biopsies et trancher définitivement sur ce genre de situation. Nous, les privés, il n'y a pas de distinguo, vous serez peut-être un jour aussi vous, dans le privé, il y a une vague qui nous a sailli de jour en jour, c'est عنده الجرثومه في المعده حيث حتى خواتاتي الشلحات دابا اللي ما كيعرفوش العربيه كيقول لي وقيلا الجرثومه. Donc je suis obligé de dire, et puis je suis aussi triste de voir que nos collègues, y compris le pédiatre, demandent la sérologie. Et la sérologie, c'est un piège. Je suis content que vous ayez insisté sur la bénignité de la situation, de l'ubiquité de ce germe. En fait, c'est un agent infectieux qui est ubiquitaire chez l'être humain. On était à 70-80% d'enfants qui sont positifs en Afrique.
Donc malheureusement, on déclenchait une tempête avec des armes inégales et avec un risque de pouvoir voir tout le temps dans nos cabinets. On a galéré avec l'anémie que الشلحات ديالنا كيسموها فارق الدم. Donc كاينه فارق الدم دابا دخلنا الجرثومه. Merci de nous avoir précisé les tenants et les aboutissants de cette situation. Et c'est un thème très important. On ne vous dira jamais assez merci d'avoir touché ça et que l'on sorte au moins pour dire comme l'hélicobactère, ce n'est pas une catastrophe, c'est une situation clinique difficile, mais il n'est pas la problématique majeure sous notre pic. Merci beaucoup l'assistance. Je passerai la parole à mes collègues qui sont à côté. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps pour poser les questions parce qu'il faut céder la place à la session suivante. Désolé. Mais c'était très clair. Merci à l'assistance.